Oui. Alors, sans transition, il y a énormément de choses qui ont déjà été dites, mais on va essayer de consacrer les 50 prochaines minutes à l'innovation dans le financement. Depuis ce matin, on parle de milliards, on a besoin d'argent, on parle de réglementation, on parle de difficultés, d'opportunités et de maillage, de tas d'initiatives. Donc, pour parler de ces différents sujets, j'ai même plus besoin d'appeler mes intervenants qui se sont déjà installés dans l'ordre. Vous avouerez quand même que on est bien briefés. Donc, vous découvrez leur nom à l'écran, mais avant de passer la parole aux personnes qui sont sur place, je voudrais vous passer une vidéo de Marie-Pierre Payon, qui était désolée mais ne pouvait pas être des nôtres. Marie-Pierre Payon, elle est directrice de la recherche et de la stratégie ESG de Groupama Asset Management. Elle est absolument pionnière dans la mise en place des indicateurs extra-financiers au sein de la recherche financière, puisqu'elle a commencé à faire ça au début des années 2000. Elle a présidé la commission de l'Association française de gestion durable pendant de nombreuses années et elle continue à œuvrer aujourd'hui directement auprès de l'autorité des marchés financiers pour justement porter ces sujets de la durabilité. Donc je vous invite à écouter Marie-Pierre qui va nous reposer le cadre du contexte européen, parce que ça a été dit par Jérôme Guéret tout à l'heure, on a quand même beaucoup de chance d'avoir une réglementation incitative. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, vraiment désolée de ne pas être parmi vous à La Rochelle à cette fin de week-end estival. Mais donc, je vais essayer de vous livrer très rapidement quelques éléments pour parler du panorama des règles que l'Union européenne a mises en place depuis de nombreuses années au sein de l'Union européenne. Il me semble que la date de départ, c'est 2015. Pourquoi 2015 2015, tout le monde le sait, ce sont les accords de Paris, c'est la COP21 qui oriente désormais les flux vers la transition énergétique dans tous les pays signataires de l'accord de Paris. Donc 2015, phase décisive, la Commission européenne va traduire ses orientations à partir de 2018 dans le plan de la finance durable. Ce plan de la finance durable vise 3 objectifs. Réorienter les flux vers la transition énergétique, vers une croissance plus durable et plus inclusive. Deuxièmement, intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques, favoriser la transparence et la vision de moyen-long terme. Ces 3 objectifs vont s'appuyer sur des règles que sont la taxonomie, autrement dit la classification des activités durables, le règlement SFDR, qui est un règlement sur la transparence, et enfin CSRD, qui jette les bases de reporting extra-financier pour les entreprises. À partir de 2020, la Commission européenne va lancer un plan d'investissement majeur. Nous sommes en plein Covid, il faut relancer l'économie européenne, et ce plan, qui s'appelle le Green Deal, va accélérer la réorientation des flux vers la décarbonation de l'économie européenne. Donc nous avons le Next EU Generation, avec près de 800 milliards orientés vers le vert, mais pas que. Et puis en 2021, nous avons Fit for 55, où cette fois l'orientation, l'objectif est double. Il va falloir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% par rapport au niveau de 1990. Et deuxième objectif, afficher une neutralité carbone à échéance 2050. En 2023, la Commission accélère avec le New Deal Industrial Plan qui inclut notamment le Net Zero Industry Act. Ce qui pour moi illustre le mieux la grande réorientation des flux de financement vers la transition énergétique, c'est la croissance du marché des green bonds en Europe. En effet, ce marché aujourd'hui atteint près de 3 trillions de dollars selon le Climate Bonds Initiative sur fin 2023. Et rien que sur l'année 2023, nous avons eu à peu près 600 milliards d'émissions. Et sur ces 600 milliards d'émissions, 46% sont le fait d'acteurs européens. Donc on voit bien que c'est
les Européens qui drivent ce marché. De la même manière, en fait, ces émissions sont réparties de manière équitable aujourd'hui entre les acteurs non financiers, que sont les entreprises, les acteurs financiers, mais également les gouvernements et les entreprises parapubliques. Donc c'est ce dynamisme du marché des green bonds qui illustre le mieux cette transition énergétique. Parallèlement à ces émissions obligataires de green bonds, il y a eu toute une dynamique mise en place sur le marché de la dette privée ou du private equity, avec beaucoup de fonds qui se sont lancés ces dernières années, aussi bien des fonds d'infrastructure, des fonds de développement, de prise de participation dans des acteurs au cœur de la transition énergétique. Donc il y a une vraie dynamique positive grâce à ces plans européens qui ont donné une impulsion à l'ensemble des acteurs de la sphère publique et privée. Donc, comme on l'indiquait, effectivement, on est dans une Europe quand même qui est incitative par rapport à ces mesures. Et je poserai ma première question à Thierry Blot, qui va nous parler un petit peu du positionnement de la Banque de France, qui s'inscrit en banque centrale, finalement, sur le déploiement de ces mesures au niveau français. Bonjour. En effet, donc, la Banque de France, comme vous le savez, c'est une entreprise, mais aussi la Banque centrale de la nation France, et c'est aussi une institution de la République. Alors bien évidemment, depuis plusieurs années, elle mène des actions fortes pour le verdissement du système financier, tout simplement parce que finalement, la transition climatique a un impact, entraîne en tout cas un certain nombre de risques financiers supplémentaires. Alors, pour résumer en fait l'action de la Banque de France, je vais prendre trois grandes dimensions. La première, elle concerne l'action que mène la Banque de France en tant que pionnière parmi les banques centrales au niveau mondial, puisque la Banque de France a été à l'initiative de la création d'un réseau de banques centrales chargé de réfléchir et de mener des actions concrètes pour le verdissement du système financier. Ce réseau, il compte aujourd'hui plus de 130 membres. 130 banques centrales, c'est donc 130 pays. Plus de 130 pays. La deuxième dimension, elle porte sur les actions que mène la Banque centrale en matière de politique monétaire, notamment ce qu'on appelle le collatéral. Alors le collatéral pour une banque centrale, c'est quoi? Ce sont les créances qui sont acceptées en garantie par la Banque centrale pour refinancer les banques. Autre point également, sur la partie stabilité financière, elle agit beaucoup avec l'ensemble des institutions financières pour verdir, comment dirais-je, les actifs. Alors je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier exemple, ça concerne plutôt le collatéral. La Banque de France est engagée d'ici fin 2024, donc c'est aujourd'hui, à exclure de son portefeuille de titres les entreprises qui continuent de financer, enfin en tout cas qui s'orientent qui développent de nouveaux projets d'extraction d'énergie fossile. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point, et il y a une illustration à côté de moi, c'est que la Banque de France a investi aussi, notamment sur des fonds à fort impact écologique. Voilà. J'ai parlé de trois dimensions. La troisième, et je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard, ça concerne l'accompagnement sur le terrain des entreprises, parce que nous avons décidé, dans le cadre de notre plan stratégique 2020-2025, d'accompagner les entreprises, y compris les PME, vers leur transition climatique, vers une économie, vers un monde, je dirais, bas carbone. Alors c'est par l'instauration, on est en train de le faire, d'un indicateur climat. Et ce qui est très important de noter, c'est qu'il y a une décision très importante le 12 juillet 2023, ça remonte un peu plus d'un an, puisque nous sommes désormais mandatés, sur la base des travaux que nous avons réalisés, nous sommes mandatés par la nation pour mettre en place un mécanisme de notation climatique des entreprises. La nation est représentée par qui? C'est le CFTE, le Comité de financement de transition écologique, qui est présidé par le ministre. Voilà les grandes actions pour résumer. Merci Thierry. On a parlé d'Europe, on a parlé de France, mais en fait, on l'a vu, la transition, ça se fait par un maillage d'initiatives, des plus petites aux plus grandes. Et donc, je voudrais passer la parole à Antonin Léonard, qui va nous expliquer comment finalement il amorce un début de financement sur des initiatives singulières. Oui, nous, on fait peut-être partie des nouveaux venus, des nouveaux acteurs de la finance à impact, finance durable. Mon intervention va être complémentaire de celle de Jérôme Guéret, parce que notre métier chez Asterion, c'est également de financer les pionniers, les nouveaux acteurs innovants qui participent à la transition climatique. Et on le fait avec peut-être une double originalité. La première, c'est qu'on n'a pas d'investisseurs institutionnels, donc on a levé à date un peu plus de 40 millions d'euros en 3 ans, uniquement avec des
des professionnels, des particuliers comme vous et moi. Alors pour la plupart, c'est des entrepreneurs, des ex-CEO de start-up tech, des dirigeants de TI. Aujourd'hui, ils sont 700 à avoir investi à nos côtés. Et ça nous donne une grande liberté. Et parmi ces grandes libertés, on a un financement qui est plus long terme, dit evergreen. Donc on n'a pas d'horizon de sortie. Et ça permet à ces entrepreneurs à impact de pouvoir se projeter sur la durée. C'est souvent des entreprises industrielles qui ont besoin de plus de temps pour développer l'innovation. Et donc c'est aussi un moyen, ces innovations organisationnelles, de réinventer cette finance durable. D'après la dernière étude BPI dédiée au Green Tech, il y a environ 1000 entreprises innovantes qui participent à la transition, qui sont créées chaque année. Il y a 400 d'entre elles qui sont financées. Et on l'a dit, ça pourrait être beaucoup plus si on arrivait à rediriger plus de capitaux privés vers ces entreprises-là. Et voilà, en quelques dizaines de secondes, je voudrais vous partager notre expérience chez Asterion, qui est pas celui de quelqu'un qui s'est levé un jour en se disant je vais créer un fonds, mais c'est au départ un groupe de business angels qui sont réunis en voulant rendre une partie de ce que leur riche vie professionnelle leur avait donné. Et ensemble, ils réussissent, alors moi je suis arrivé juste un peu plus tard, mais je voudrais vous partager leur expérience. Donc ils réussissent à lever 1,2 million d'euros pour financer une entreprise qui s'appelle Clear Fashion, qui est le Yuka, pour ceux qui connaissent le Yuka de la mode. Ça permet d'afficher l'impact environnemental des vêtements. Et là, ils se rendent compte de trois choses. La première, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce. Bon, c'est souvent des formations de grande qualité, mais qui décident, dans la foulée de leur formation, de lancer une entreprise innovante. Et aujourd'hui, chez Asterion, on reçoit 200 dossiers par mois. On finit par investir dans une entreprise, mais ça vous montre la diversité et la qualité de ces entreprises qui, aujourd'hui, candidatent. La deuxième chose, c'est que en quelques mois, ils sont sollicités par beaucoup de professionnels investisseurs qui veulent réinvestir leur argent dans ces entreprises innovantes. C'est ce qui fait qu'en 3 ans, on a déjà réussi à réunir 700 personnes qui, en moyenne, investissent 30 000 euros dans une entreprise. Donc, c'est quand même des sommes qui sont significatives. Et puis, la troisième chose, c'est que en fait, ces dirigeants, ces entrepreneurs, ces membres de COMEX, de grands groupes, quand ils investissent dans ces entreprises, ils ont un attachement émotionnel plus fort. Et c'est ce qui fait qu'ils vont les accompagner sur la durée, leur apporter un peu de la richesse de leur expérience entrepreneuriale, de leur expérience de dirigeant, de leur expertise singulière sur un secteur. Et donc, je suis assez convaincu aujourd'hui que c'est la bonne manière de développer ces entreprises en amorçage et qu'on pourrait développer tous ces modèles, les faire passer à l'échelle en étant peut-être encore plus soutenu et accompagné par divers types d'institutions publiques. J'en reparlerai à Jérôme, on n'a pas aussi d'excellentes relations toujours avec les financeurs publics. Voilà, en tout cas, je pense que c'est une expérience qui est utile pour montrer qu'il y a de plus en plus d'innovations organisationnelles pour financer ces innovations durables. Merci beaucoup. Donc là, on est véritablement dans ce que je vais appeler l'amorçage. Même si 30 000 euros, c'est significatif, on est quand même sur du projet qui va devoir avancer. Et le relais, il est souvent pris par des sociétés de gestion. Jérôme en a parlé. Et donc, je voudrais passer la parole à Julien Comarieux, qui représente une société de gestion qui s'appelle Airgreen Invest et qui va finalement prendre le relais pour faire progresser ces projets. Oui, en fait, alors, merci pour l'invitation. Donc, Airgreen Invest, on est une société de gestion qui gère presque 3 milliards d'euros aujourd'hui. 3 milliards d'euros donc dédiés à la transition énergétique. Nous, on investit dans des infrastructures de la transition énergétique, c'est-à-dire tout ce qui va être solaire, projet solaire, éolien, biogaz, biomasse, etc. En fait, on a élargi notre champ d'action à la taxonomie européenne, donc un texte réglementaire qui nous a aidé à nous positionner finalement par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc voilà, on est 50 personnes à Paris et on investit ces 3 milliards qu'on a levés auprès d'institutionnels. Du coup, c'est un peu des investisseurs différents, des institutionnels comme la Banque de France, qui est un acteur public, mais on a aussi, la plupart de nos investisseurs sont des privés, des banques assureurs français, européens, parfois des investisseurs internationaux également, de plus en plus. Donc on devient une plus grande société. Donc voilà.
Cet argent, en fait, donc on l'investit dans ces infrastructures, principalement en Europe. On a aussi un fonds dédié à l'Afrique qui est un peu plus petit. On a levé 100 millions d'euros pour investir dans des infrastructures solaires et stockage pour des sociétés en Afrique qui, jusqu'à présent, en fait, utilisaient en Afrique, en fait, soit le réseau ne fonctionne pas bien, soit en fait, il n'y a pas de réseau électrique, hein, ce qui fait que les entreprises souvent travaillent avec des groupes électrogènes au fioul. Et du coup, l'idée, c'est de remplacer des groupes électrogènes au fioul par des combinaisons solaires et stockage batterie. Donc c'est vraiment l'esprit de ce qu'on a voulu faire avec Air Green Invest. En Europe, en fait, c'est du financement beaucoup plus massif aujourd'hui qu'on réalise sur des infrastructures qui sont alors de nombreux projets, parce qu'aujourd'hui, on a financé plusieurs milliers de projets en Europe. Alors, on ne détient pas à 100% les projets, on finance des acteurs qui développent ces projets, ce qu'on appelle donc des développeurs de projets, et on les finance parce que en fait, ces développeurs qui sont des sortes de promoteurs immobiliers quelque part, en fait, c'est ça aussi le développement de projets renouvelables. Au bout d'un certain stade, quand ils ont sécurisé les projets, ils ont trouvé le terrain, ils ont trouvé la connexion, ils ont fait les études d'impact environnemental et social qui permettent de déployer le projet. Nous, on les aide à financer à la construction de ces projets solaires, éoliens et stockage batterie. Ça demande des capex très importants. Ça demande beaucoup d'argent, en fait. Et aujourd'hui, je pense que la question, c'est d'accélérer ce mouvement. Aujourd'hui, je pense qu'on est en train de vivre une vraie révolution en Europe. Alors, on le voit peut-être un peu moins en France, parce que nous, en France, même si on voit des projets solaires, on a une électricité très décarbonée. Donc, nous, par exemple, chez Air Green, en France, on va plutôt financer du stockage batterie, avec par exemple NW Energy, qui fait aussi stockage batterie. Ils ont collé dessus des bornes de recharge véhicules électriques rapides, et on va aussi financer donc des bornes de recharge. Ça, c'est en France, mais dans les autres pays européens où en fait le mix électrique est beaucoup plus carboné, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne évidemment, la Pologne c'est la moitié, c'est beaucoup de charbon évidemment, et toute l'Europe de l'Est aujourd'hui, il y a un mouvement très fort pour mettre en place des projets d'infrastructures énergie renouvelable. Donc nous, on participe à ce mouvement. Il y a aussi beaucoup de biogaz aussi qui se développe, notamment en Italie et en Espagne. Aujourd'hui, on participe également à ce mouvement. Voilà, je pense que l'idée, c'est que nous, on prend un risque technologique relativement faible, donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau que d'autres acteurs, en fait, qui sont plus venture capital ou pure private equity. Nous, c'est du private equity d'infrastructure, et c'est vrai que ça demande des capex très importants, et c'est pour ça qu'en fait, voilà, on essaye de pousser, et au niveau européen, en fait, on va pas seulement la France, des pays qui sont, en fait, ce qu'on va viser aujourd'hui, c'est les pays avec le mix le plus carboné, donc par exemple la Pologne. On travaille beaucoup là-bas. Merci Julien. Jean-Paul Riquet, qui représente Total Energy, qui va finalement contribuer à la transformation de l'écosystème. On est sur des tickets plus importants. Comment vous intervenez là-dedans? Alors déjà, bonjour. On peut se poser la question de pourquoi Total Energy, énergéticien très pétrolier, sur des sujets d'innovation et de financement de la neutralité carbone. C'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour nous. Et ça fait 100 ans qu'on a cet esprit pionnier, et l'innovation et la recherche et le développement, c'est ce qui va nous permettre de nous transformer. Et je vais vous donner 3 séries de chiffres. La première, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, le mix énergétique de Total Energy, il est à 90% fossile. L'objectif, c'est qu'à 2050, il soit à 75% bas carbone et 25% de fossiles avec de la compensation carbone. Et pour faire ça, il va falloir mettre des capex, puisque c'est très capitalistique. Et donc, un tiers des capex de Total Energy, ce qui n'était pas le cas il y a encore 6 ans, en 2018, c'était à près de zéro. Aujourd'hui, 30% sont investis dans la transition énergétique et dans les énergies bas carbone. Et ça fait de Total Energy, on ne le sait pas assez, le premier investisseur français dans le monde dans la transition énergétique. Donc le pétrolier, qui est en train de devenir gazier parce que le gaz, ça répond à l'intermittence des ENR, parce que le gaz, c'est 2 fois moins émetteur que le charbon, qui est beaucoup utilisé, puisque c'est encore 30% du mix énergétique mondial. Total Energy investit énormément, mais beaucoup de capex, et essentiellement des capex qui sont en fonds propres. Donc c'est finalement le fossile qui finance la transition énergétique pour une entreprise française multinationale comme Total Energy.
Et le dernier chiffre qui montre le rapport par rapport à l'innovation, c'est les investissements dans la R&D et l'innovation. En fait, 65% sont consacrés à la transition énergétique. Donc, Total Energy prépare le futur avec son innovation et sa recherche et développement, en investissant 65% d'1 milliard de ces investissements en R&D pour nourrir ensuite les CAPEX qu'on investit dans la transition énergétique et puis transformer ce mix énergétique. Et ces investissements, ils sont faits de plusieurs natures, mais ils sont faits notamment beaucoup en partenariat, puisqu'on finance beaucoup de chaires. On répond à des appels d'offres de l'Europe ou de la France, donc qui concernent les préoccupations des politiques publiques. Donc voilà ce qu'on fait sur la R&D. Donc la R&D, ça va concerner des sujets sur la production d'énergie bas carbone comme l'éolien, comme le photovoltaïque, mais aussi le stockage batterie ou l'hydrogène ou la limitation des émissions de méthane, qui sont un gaz à effet de serre assez puissant. Ça, par exemple, on a développé avec le CNRS et l'Université de Reims un capteur qui est sur des drones et qui permet d'identifier et de quantifier les émissions de méthane. Et ça, c'est un des engagements qu'a pris la COP28, de diminuer toutes ces émissions de méthane. Et nous, on en fait profiter aussi de ce qui a été construit avec cette communauté académique, d'en faire profiter toute l'industrie pétro-gazière. Cette innovation, elle est aussi faite en partenariat, donc avec du partenariat académique, mais également avec du partenariat avec des industriels, mais aussi des startups. Parce que d'ailleurs, on considère de plus en plus, on se pose cette question, c'est que l'innovation va tellement vite que finalement, des structures moins importantes que la nôtre vont beaucoup plus vite. Et donc, le travail avec les startups, c'est quelque chose qui a toujours été essentiel et qui l'est encore plus. Et à ce titre-là, on a monté un accélérateur, donc on n'intervient pas en amorçage. On intervient un peu après, qui s'appelle Total Energy On et qui est orienté électricité, donc tout ce qui est sur toute la chaîne de valeur de l'électricité, que ce soit de la production, du stockage, de la distribution ou de la mobilité. Ça, c'est un moyen de soutenir l'innovation. Donc pour vous donner une idée, il y a eu 1000 startups candidatées, il y en a eu 30 qui ont été retenues. Et dans ces 30 qui ont suivi ce programme d'accélérateur qui est fait avec la station F et qui est fait avec HEC et où Total Energy met à disposition ses experts, mais aussi ses clients pour tester des vraies solutions dans la vraie vie, on a fait l'acquisition de 4 de ces startups. Et quand on fait l'acquisition de startups, par exemple, une startup comme Ombrea, qui est spécialisée dans l'agrovoltaïsme, ça nous permet, nous, d'accélérer et donc de contribuer, de prendre notre part sur l'accélération du développement des énergies renouvelables en France. Merci Jean-Paul, mais je crois que Jean-Michel a une proposition à nous faire qui est non seulement de l'accélération, mais d'un passage à des volumes de financement qui font un peu rêver. Jean-Michel. Merci, bonjour à tous. À la tribune. Effectivement, la question du financement est au cœur du sujet de la transition, on l'a vu. On a fait état à plusieurs reprises de nécessité, de besoins de financement qui ne sont pas toujours couverts si on veut remplir les objectifs qui ont été pris au niveau international. Donc la question du financement existe, on en parle, mais c'est une question qui pourrait être boostée, qui pourrait être finalement accélérée. Comme on souhaite accélérer la transition écologique, il faudrait peut-être accélérer aussi les sources de financement, notamment en fonds propres, pour faciliter l'effet de levier au niveau du financement de projets. D'où cette idée, puisque l'atelier est autour du financement innovant, d'être un peu prospectif et d'essayer d'imaginer des solutions politiques, appelons un chat, mais attention, on parle de politique au sens noble du terme, c'est-à-dire l'art d'organiser la cité pour en tirer le meilleur dans le cadre de la recherche du bien public. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, on pourrait imaginer que ce qui a été fait au niveau européen nous serve et soit poussé plus avant. De quoi s'agit-il? On l'a dit tout à l'heure, en 2015, on a fixé comme objectif européen le développement de la transition écologique. Et puis on n'a pas arrêté depuis d'adopter le Green Deal, les programmes EU Next Generation
et autres objectifs de décarbonation pour remplir tout simplement les objectifs qui sont fixés dans un cadre international par les traités que nous avons adoptés dans les différentes COP. Il y a une idée qui a fait son chemin, qui est tout simplement que ce que nous avons fait au milieu des années 2010 pour sauver les banques de la faillite systémique dans laquelle elles pouvaient être plongées suite à la crise des subprimes, c'est-à-dire tout simplement le rachat massif par la Banque centrale européenne de créances qui ont permis aux banques commerciales de se refinancer et donc d'éviter cette faillite systémique qui aurait plongé évidemment l'économie européenne et mondiale dans la crise la plus absolue, c'est-à-dire ça aurait été pire que dans les années 30. Alors là, on est passé malgré tout très loin de ce qui aurait pu se passer. Et en tout cas, on a beaucoup mieux géré dans les années 2010-2015 cette crise que ça ne l'avait été par le passé. Pourquoi? Parce qu'on a changé de politique monétaire, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing, c'est-à-dire que la BCE a racheté massivement les créances, comme je le disais. Entre 2015 et 2020, grosso modo, ce sont à peu près 2600 milliards d'euros, finalement de masse monétaire, qui ont été créés par voie de rachat par la Banque centrale européenne des créances détenues par les banques commerciales. Ces créances sont des titres. Ils ont une maturité, ils ont une durée. Évidemment, ça dépend de la durée des titres. Mais on va dire que cette durée, elle est entre plusieurs années et 20 ans, grosso modo. Et ils sont remboursés pour la plupart d'entre eux. Alors certes, il y a de la casse, mais ça reste marginal. Ce qui veut dire que, finalement, on a augmenté le bilan de la BCE, et ça a été accéléré, parce que ça a bien fonctionné, par le financement du quoi qu'il en coûte, qui au niveau européen a laissé quand même quelques traces dans les finances publiques, et ça a été accéléré par le Green Deal. Si bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas 2500 milliards, c'est plutôt 3500, 4000 milliards. Et si je pousse un petit peu le raisonnement, l'idée serait de dire, mais ça va être remboursé. Et en gros, le rythme de remboursement, c'est 15 à 20 milliards par mois, ce qui veut dire un peu plus de 200 milliards par an. Et ces 200 milliards par an, la BCE, elle peut les réinvestir en rachetant par exemple des obligations vertes, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors vous allez me dire, mais est-ce que c'est conforme à l'objectif et à la politique de la BCE? Eh bien, Madame Lagarde, lorsqu'elle a été auditionnée par le Parlement européen, juste avant sa prise de fonction, s'est exprimée clairement sur le sujet. Et elle a dit, oui, je pense en effet, je la cite, parce qu'on parlait, en l'occurrence, de rachat d'obligations vertes émises par la Banque européenne d'investissement. Et elle dit, la BEI est déjà un émetteur important d'obligations vertes, et je crois comprendre que la BCE, sur le marché secondaire, achète également certains de ces produits. Et aujourd'hui, très clairement, la BCE rachète des obligations vertes sur le marché secondaire, c'est-à-dire non pas lors de l'émission, mais lors de leur revente, mais ce qui facilite leur liquidité et ce qui facilite donc leur écoulement lors de l'émission. Et si on allait plus loin, c'est tout simplement ça l'enjeu. Regardez ce petit graphique. Il vient pas de moi, c'est la CaixaBank, dans sa cellule de recherche qu'il a établie. C'est le bilan de la BCE rapporté au PIB de la zone euro. Donc vous voyez, dans les années 2007, on est autour de 13%. Et puis, avec la crise du Covid et autres, on va dépasser les 65-67%. Et comme on a connu, à partir de 2022, une période inflationniste, on a augmenté les taux, et puis on a commencé à inverser la tendance, c'est-à-dire que plutôt que de réinvestir quand les titres sont remboursés, la BCE a décidé de geler le réinvestissement, et on est en train progressivement de redescendre aux alentours des 50%. Il faut savoir qu'actuellement, les grandes nations anglo-saxonnes, notamment les États-Unis avec la Fed, ont un taux on va dire, du bilan de la Fed qui correspond à peu près à 40% du PIB de la zone dollar. Donc en imaginant qu'on soit aux alentours de 40%, ce qui pourrait être atteint assez vite d'ici fin 2025-2026, tout dépend du rythme de remboursement bien sûr, on pourrait considérer, si on revient à une situation où l'inflation sera maîtrisée, ce qui est, sauf cataclysme mondial, relativement prévu pour la fin 2025, début 2026, c'est-à-dire qu'une inflation à 1,5, 2 points à peu près, eh bien on pourrait imaginer tout simplement que cet argent soit réinvesti dans le rachat massif d'obligations vertes. Et on a vu que l'Europe est devenue leader avec ses 600 milliards d'émissions l'an dernier, mais tout acteur confondu, c'est-à-dire on a acteurs publics, privés et autres. Et c'est ça, quelque part, l'enjeu politique qui pourrait être le nôtre. C'est-à-dire que si on sait que chaque année,
La BCE va racheter pour environ 200 à 250 milliards d'obligations vertes émises, par exemple, par la BEI, avec des investissements qui sont financés dans le cadre de la taxonomie européenne par rapport aux activités qui sont visées très clairement, aux côtés d'acteurs privés, comme les fonds de private equity dont nous venons de parler, aux côtés également de partenaires publics, s'il s'agit de financement d'infrastructures qui ont un caractère public, avec des contrats d'exploitation, des partenariats publics-privés, avec une rentabilité à la clé, avec une politique de sortie, c'est-à-dire si la BEI, je cite la BEI pourquoi ? Parce qu'on lui a plus ou moins déjà donné ce rôle, et elle a le mérite d'exister. Donc si on amplifie le rôle de la BEI, on pourrait obtenir l'instrument adéquat pour le faire. Et là, on pourrait créer, par des contrats d'association entre les investisseurs privés, entre les exploitants opérationnels, des partenariats permettant évidemment de développer ce financement. 2 mots pour dire, avant de terminer là-dessus, qu'on a 2 inconvénients qui sont des obstacles. 1, il faut clarifier le rôle de la BCE dans le cadre du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il faut lui assigner un objectif de développement durable dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Pour lever l'hypothèque de la Cour constitutionnelle fédérale allemande qui a considéré que la politique de quantitative easing était contraire au traité de l'Union européenne et à la Constitution allemande. Donc ça, c'est un vrai obstacle politique pour arriver à ça. Mais c'est une phrase à rajouter dans le cadre de l'article. Et il faut aussi amplifier la mission de la BEI dans ce même traité et dans ses statuts, augmenter son capital et permettre, puisqu'elle peut intervenir à hauteur de 250% de ses fonds propres, et permettre que tout cela soit financé dans le cadre du Green Deal, puisqu'on aura un effet de levier énorme sur la BEI. Mais évidemment, il faut un consensus politique, et c'est la raison pour laquelle il faut commencer par des idées, il faut commencer par en parler, et il faut commencer par faire du lobbying, et c'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup, Jean-Michel. J'espère que vous êtes convaincus. Nous, ça fait plusieurs années qu'on l'est, donc on continue. Et du coup, Thierry, si on rêvait un petit peu, si effectivement on avait cette accélération et cette transition de fonds, comment la Banque de France prendrait son rôle ? La Banque de France, comme je l'ai dit tout à l'heure, mène déjà beaucoup d'actions. Je vais peut-être vous parler un petit peu plus longuement, quelques minutes, de ce qu'on fait pour les entreprises. Donc, comme vous avez compris, la Banque de France, je trouve ce qui a été dit, beaucoup de choses qui sont menées par la Banque de France aussi et la Banque centrale européenne. Donc, il y a la partie macro, il y a la partie vraiment sur le terrain. Sur le terrain, donc, nous avons une volonté, c'est d'accompagner les entreprises, vraiment, vers cette transition, vers ce monde bas carbone. Donc nous avons décidé de mettre en place cet indicateur climat dont je vous parlais tout à l'heure. Le but, c'est quoi ? L'objectif, c'est d'aider l'entreprise et les dirigeants à piloter cette transition dans toutes les dimensions. Et ce qu'on veut, donc, en leur mettant à disposition un indicateur climat, en réalité, c'est de leur mettre à disposition, on va dire, 3 sous-indicateurs. Il y a 3 dimensions qu'on veut capturer finalement. C'est d'abord, ce qu'on appelle le risque de transition. On va évaluer via la collecte d'un certain nombre de données, il y a beaucoup de données à collecter, soit via l'entreprise, soit via les reportings qu'elle effectue déjà. Ça dépend si les entreprises sont assujetties, par exemple, à la CSRD. On va donc collecter des données. On va établir, selon une méthodologie qui est éprouvée, c'est celle de l'ADEME, on n'a rien inventé. On va donc établir une trajectoire de l'entreprise. Et on va la comparer par rapport à une trajectoire de son secteur qui est déterminée par l'Agence internationale de l'énergie. Le deuxième élément, on va capturer également ce qu'on appelle le risque physique. C'est-à-dire, en fait, là, on va identifier, grâce aux éléments qu'on a via notamment Météo France, parce qu'on a beaucoup de partenaires, les risques physiques, la grêle, les inondations, etc. Et on va regarder les implantations de l'entreprise et voir, en regard de ces implantations, quels vont être les risques potentiels de l'entreprise. Et puis le troisième élément qu'on va capturer, il est d'ordre plus qualitatif. Ça va être ce qu'on appelle le risque de maturité. On va identifier de quelle manière l'entreprise appréhende l'ensemble de ces risques et qu'est-ce qu'elle met en place en termes de gouvernance, en termes d'organisation, en termes d'actions concrètes pour maîtriser ces risques. Donc, je termine sur un point, c'est que ce qui est très important aussi de dire, c'est qu'on ne fait pas bien évidemment les choses tout seul. J'ai parlé de beaucoup de partenariats, on discute beaucoup avec les fédérations professionnelles. Ce n'est pas un sujet simple, parce que, comme ça a été dit ce matin, j'ai entendu tout à l'heure, on parlait d'écologie punitive. Il faut le faire de façon résolue parce que demain, une entreprise qui n'aura pas réussi sa décarbonation,
C'est une entreprise qui ne pourra pas trouver de fournisseurs, de clients et de financeurs. Et les banques, je peux vous dire, sont très intéressées par ce qu'on fait. Voilà, donc du coup, on doit le faire avec beaucoup de pédagogie et on avance, on réussira. Merci Jean-Paul. Ça vous inspire quoi? Alors, si on était dans un monde où il y avait ce financement en France, avec une vision industrielle, il y a deux éléments qui me viennent à l'esprit. Il y a un premier point, c'est le sujet de la réindustrialisation de la France et une réindustrialisation qui soit vertueuse et qui soit verte, pour éviter notamment d'avoir du carbone importé. Et aujourd'hui, on a plein d'entrepreneurs, on a plein d'entreprises établies qui ont plein d'idées. Mais globalement, le sujet pour décarboner, ça va être de passer à l'électricité dans les process ou de construire des nouveaux process avec de l'électricité. Et le socle de base qui n'est pas manquant mais qui a complété, c'est finalement toutes les infrastructures de réseau électrique et de distribution d'électricité. Donc ça, je pense que notre pays, avec un investissement, parce que c'est un investissement, ce serait un véritable accélérateur pour l'installation d'entreprises. Je le vois, alors pas au titre de Total Energy, mais sur le bassin de Lac, on a un acteur et on a un acteur qui joue un rôle dans l'attractivité des entreprises. Des entreprises qui veulent développer des solutions pour combiner du CO2 avec de l'hydrogène pour faire des fuels synthétiques, il y a besoin de beaucoup d'électricité pour produire de l'hydrogène vert. Il y a un sujet finalement de puissance électrique. Et donc ça serait déjà un premier point. Le deuxième point, c'est finalement le corollaire de cette réglementation pour libérer du financement finalement. C'est une réglementation qui permet aussi de mettre en place ces projets plus vite et finalement d'avoir les cash flows, donc les revenus de ces investissements qui arrivent plus vite pour les différents développeurs et producteurs. Le sujet qui m'interpelle toujours, c'est un champ éolien en France offshore, c'est 10 ans, en Allemagne, c'est 4 ans. Un champ photovoltaïque en France, c'est 4-5 ans. En Allemagne, c'est 1 an. Et donc, si on accompagnait cette libération de financement avec une réglementation, alors il y a la loi d'accélération des ENR, mais il faut qu'elle se mette en place. Il y a eu un petit peu d'inertie, on va voir ce que ça va donner. Mais ça, c'est un sujet clé pour moi. Julien, pour compléter. Oui, alors peut-être, du coup, pour répondre de manière très basique à la proposition de Jean-Michel, si on avait plus d'argent, qu'est-ce qu'on ferait avec ? En effet, si on avait plus d'argent, je pense qu'on continuerait à accélérer ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire financer plus de projets solaires et éoliens. Je pense qu'il y a deux choses qui seraient ajoutées aussi, c'est que le fait qu'on mette beaucoup de solaire, par exemple en Europe aujourd'hui, ça crée des prix négatifs. Et en fait, c'est compliqué pour des développeurs en fait, de continuer à développer des projets qui vont fournir de l'électricité à prix négatif. Ça ne marche pas. Donc en fait, il faut rajouter des batteries, il faut faire de la colocation et des batteries sur ces projets, ou alors il faut mettre des batteries sur le réseau. Enfin, il faut trouver une manière de toute façon, les prix suivent en fait le jeu de l'offre et de la demande de l'électricité. Donc il faut trouver une manière en fait d'avoir une courbe qui soit plus cohérente à la fois pour les consommateurs et à la fois en fait pour les producteurs et qui permette à des producteurs de monter plus de projets. Donc ça, c'est un sujet, je pense que accélérer sur les batteries lithium, je pense que c'est important. Je suis aussi tout à fait d'accord sur le réseau, parce que c'est vrai que souvent, c'est un des limitants en Europe pour en fait, mettre en place des projets d'énergie renouvelable. Ce n'est pas l'argent, en fait. Souvent, c'est le réseau qui est en fait, pas suffisant. Il n'y a pas de point de connexion pour pouvoir en fait, plugger son parc solaire. Et d'ailleurs, souvent, en fait, on construit de plus en plus des parcs solaires et des points de connexion. Donc, en fait, les développeurs de projets financent une partie du réseau pour aller se reconnecter plus loin sur le réseau. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ferait si on avait plus de fonds. Mais je pense que quelque chose de plus fondamental, et là aussi, c'était par rapport à ce que tu disais sur la réindustrialisation. La réindustrialisation, je pense que c'est un sujet clé. Aujourd'hui, en France, je vous donne un exemple, il y a 2 projets de gigafactory de panneaux solaires. C'est Carbone dans le sud-est et Olosolis dans le nord-est de la France, à la frontière avec l'Allemagne, Olosolis. Et en fait, ces projets,
il nécessite des capex très importants pour produire des panneaux solaires du début à la fin. Alors, les deux projets ne sont pas tout à fait identiques, mais grosso modo, ils veulent être le plus présents possible sur toute la chaîne de valeur, plutôt que de tout importer depuis la Chine. Alors, certes, on peut dire, oui, les panneaux solaires, ça ne représente que 20% des capex d'un projet solaire, donc c'est relativement peu. Hein. Le reste, c'est des câbles qu'on achète peut-être chez Nexans, ou c'est du terrassement qui est fait par Bouygues, ou etc. Mais quand même, ces panneaux solaires, ça serait mieux qu'on les fasse chez nous. Et aujourd'hui, en fait, ces projets, c'est difficile de les financer parce que, on n'a pas forcément l'argent, donc là, ça répondrait en partie à la question. C'est de l'argent quand même à risque, hein, parce que là, ce n'est pas des infrastructures, c'est un projet industriel en tant que tel, qui nécessite beaucoup d'argent. Et deux, en plus, on est dans un sujet de distorsion de concurrence avec la Chine aujourd'hui, sans rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Il y a un problème, du coup, réglementaire. C'est-à-dire que si on donne plus d'argent, il faut aussi avoir une réglementation européenne qui vienne nous protéger pour pouvoir développer une industrie. Merci beaucoup. Antonin. Donc nous, on réalise une dizaine d'investissements en amorçage chaque année. 50, donc ces entreprises, 50% digitales, 50% industrielles. Je pense qu'on pourrait relativement facilement doubler ce chiffre-là et probablement le faire dans d'autres pays européens. Pourquoi pas avec le soutien de la Banque européenne avec qui on échange actuellement. Donc on réalise ces investissements, je l'ai dit, avec une communauté de 700 entrepreneurs et dirigeants investisseurs. Donc on a une lucarne privilégiée sur ce qui se crée en termes d'innovation chaque année, parce qu'on reçoit 2000 dossiers par an, et qui sont ces entrepreneurs et dirigeants qui investissent en amorçage. On a mené une étude récemment sur les parcours et les trajectoires de ces entrepreneurs, et donc je peux vous donner quelques éléments. On n'a pas à rougir en France. Je pense qu'on est sinon le premier ou le deuxième pays en Europe où il y a le plus d'entreprises innovantes qui se créent en faveur de la transition. Il y a seulement 20% des fondateurs qui sont des femmes. Peut-être qu'on pourrait stimuler l'entrepreneuriat féminin, notamment parmi les jeunes ingénieurs ou les jeunes diplômés d'écoles de commerce, parce qu'il y en a beaucoup qui créent ces entreprises-là. Et on a remarqué aussi qu'il y avait, par exemple, l'entreprise qui est le premier pourvoyeur de fondateurs de Green Tech, c'est Air Liquide. Et donc, parmi ces entreprises industrielles, il y en a un certain nombre qui ont créé les conditions favorables pour que des Green Tech se créent. Je pense qu'elles sont en partie équipées de programmes d'entrepreneuriat. Je ne suis pas sûr qu'elles arrivent toujours à stimuler celles et ceux qui créent leur entreprise à l'extérieur. Et là, il y a probablement des choses à imaginer également. Et côté investisseurs, il y a des facilités fiscales en France. Nous, ce qu'on essaye de mener, c'est beaucoup d'efforts de pédagogie et d'acculturation, notamment auprès des ETI, des écosystèmes d'entreprises familiales, pour qu'il y ait plus d'argent qui soit redirigé vers ces entreprises-là, parce que le pré-amorçage, l'amorçage, c'est risqué. Et on mène actuellement un programme d'immersion dans notre vie d'investisseurs pour former les jeunes et moins jeunes de ces écosystèmes d'entreprises familiales, pour qu'ils puissent justement appréhender la réalité du métier d'investisseur en amorçage. Merci beaucoup. J'espère que vous êtes convaincus que l'innovation financière, ça démarre au premier euro et ça va sur des sommes vertigineuses. Je voudrais conclure cette session avec un petit poussé, mais que Corinne Lepage a un petit peu introduit, à savoir le crédit carbone. On en parle très peu, on le connaît mal, mais il y a des initiatives qui existent en crédit carbone et je voudrais vous présenter l'initiative de la start-up Stock CO2. Thomas ne peut pas être parmi nous, mais il nous a proposé un enregistrement qui, j'espère, vous éclairera sur ce qui peut être fait pour accompagner en particulier une exploitation agricole à sa transformation. Bonjour, je m'appelle Thomas Martage, je suis le CEO et cofondateur de Stock CO2. Stock CO2, c'est un opérateur de compensation carbone. Nous proposons un accompagnement clé en main pour les porteurs de projets qui va de la définition de leur projet à la valorisation de leur carbone, mais également pour les entreprises, une définition d'une stratégie carbone la plus adaptée à leurs besoins, de manière à coller à la fois à leur secteur d'activité, mais également à leur périmètre géographique. Pour
Pourquoi je vous parle de compensation carbone? Le contexte, c'est que depuis 2019, l'État français s'est engagé à ce que la France soit neutre à partir de 2050. Ça nous engage tous, collectivement, territoire mais aussi entreprises, dans une démarche d'évitement de nos émissions, de réduction de nos émissions et en dernier lieu de compensation. Et on va voir tout à l'heure pourquoi c'est intéressant de réfléchir compensation avant 2050. Le mécanisme de la compensation carbone, c'est quoi? C'est tout simplement une entreprise qui cherche à contrebalancer tout ou partie de ses émissions résiduelles, donc les émissions une fois qu'elle a évité réduit. Elle cherche à les contrebalancer en finançant une action qui, elle, est considérée comme bas carbone, donc qui va générer des crédits carbone. L'entreprise finance un projet. La mise en œuvre de ce projet permet de générer des crédits carbone qui reviennent à l'entreprise. Pour générer des crédits carbone, il faut s'inscrire dans un cadre, une certification. En France, c'est le label bas carbone qui est porté par le ministère de la Transition écologique. Ce label, il s'applique sur les projets et permet de valider le nombre de crédits carbone qu'ils pourront générer. Ce cadre, il permet de vérifier qu'un projet est additionnel au point de vue carbone et financier, c'est-à-dire qu'il nécessite une action financière venant de l'extérieur par rapport au porteur de projet, et que cette action permet de séquestrer davantage de carbone que ne l'aurait fait le projet sinon, ou qu'elle permet de réduire des émissions, toujours par rapport à une moyenne de référence, ou par rapport à la situation initiale d'un projet. Auparavant, les projets de compensation se faisaient plutôt à l'international. Pour nous, la compensation carbone est un outil pour accélérer la décarbonation du territoire. Si vous êtes une entreprise sur un territoire donné et que vous financez un projet sur ce même territoire, alors à l'échelle du territoire, le bilan carbone réduit. Vous accélérez la décarbonation sur votre territoire. En France, les projets de compensation carbone sont des projets forestiers ou agricoles. Pour les projets forestiers, on parle de boisement de friches agricoles abandonnées, mais également de reboisement sur des forêts malades donc qui ont pu subir des attaques sanitaires, des sécheresses, des tempêtes ou des incendies. Sur des projets agricoles, on parle d'exploitation qui s'engagent dans une démarche de réduction de leur propre bilan carbone et d'amélioration de la séquestration carbone dans les sols. Concrètement, ce sont des exploitations qui vont s'engager à améliorer leurs pratiques de manière à aligner les enjeux économiques et écologiques. Notre position, c'est de faire le pont entre ces porteurs de projets, des agriculteurs, des propriétaires forestiers et des entreprises qui souhaitent compenser. Au milieu, on va accompagner les porteurs de projets de manière à monter leur dossier de labellisation, modéliser les flux carbone et ensuite valoriser les crédits carbone qui vont être générés par ce projet auprès des entreprises. Une fois qu'on a mis en lien l'entreprise et le porteur de projet, on va suivre la mise en œuvre du projet lui-même, qui se fait généralement sur une durée de 5 ans, jusqu'à la certification des crédits carbone. Pendant toute la durée de ce processus, nous servons de tiers de confiance entre les entreprises et les porteurs de projets. Pour assurer ce rôle de tiers de confiance, nous nous sommes entourés de partenaires institutionnels, la Banque des Territoires d'abord, pour sécuriser les flux financiers de compensation avec une fiducie environnementale, Groupama ensuite, avec qui nous avons créé des assurances spécifiques pour les porteurs de projets contre les risques qui peuvent intervenir pendant la mise en œuvre des projets. Le projet bas carbone, c'est un projet vivant. Nous travaillons au jour le jour avec tous nos partenaires agricoles et forestiers pour ajuster en permanence la mise en œuvre de plus de 350 projets bas carbone, agricoles et forestiers partout en France. Ces projets, ils sont financés par plus de 150 entreprises et acteurs publics et ils permettront d'ici 5 ans d'éviter et de séquestrer plus de 500 000 tonnes de CO2. Concrètement, on parle de quelques dizaines de millions d'euros investis sur le territoire avec un fort effet de levier sur la préservation de l'environnement et le maintien de l'économie locale. C'est un petit pas à l'échelle des enjeux qui nous attendent, mais c'est un début et surtout une nouvelle piste de financement pour la transition écologique. Merci pour votre attention. Merci messieurs.